D'être ici, et une des raisons pour lesquelles j'ai accepté de venir à cette rencontre, c'était qu'elle allait me permettre de retrouver des amis. Mais c'est aussi parce que le thème tout de suite m'a retenu. On a toujours envie de réfléchir plus et mieux à la question de l'écriture et à la question de notre écriture. Mais je ne vous cache pas que j'ai eu assez vite l'impression d'avoir justement accepté trop vite cette invitation et de n'être sincèrement pas armée pour parler de cette question de l'écriture. En tout cas, j'ai bien conscience qu'il y a parmi vous des gens certainement beaucoup plus armés que moi pour en parler, moi qui n'ai pas eu l'occasion véritablement de travailler sur cette question. Donc c'est une question réellement que je considère comme difficile, et je voudrais prendre les choses de manière très simple et pragmatique, très concrète d'abord. C'est-à-dire que plutôt qu'une montée en théorie, je voudrais vous proposer quelques réflexions personnelles en ayant bien conscience que mon penchant irait vers l'approche vraiment la plus concrète et pragmatique qui soit. C'est-à-dire que ce que j'aimerais au fond transmettre aux étudiants, c'est l'amour de l'écriture comme une forme d'ascèse personnelle, comme une discipline de soi, avec tout ce que cela implique, y compris de discipline physique, corporelle, de préparation physique et de rituels de concentration, de repli sur soi. Un peu comme des techniques de méditation qui sont destinées à élever l'âme, à libérer l'esprit, la pensée, mais en passant par une série de dispositions physiques, de mise en condition corporelle. Et une des difficultés de notre métier, je ne sais pas si tous les jeunes ici présents sont conscients, c'est une tension entre une forme nécessaire d'extraversion pour aller vers les autres, s'ouvrir au monde, bien sûr, ce qui est le propre de la science sociale, et une forme indispensable, une capacité indispensable d'introversion qu'exige le moment de la rédaction notamment. Et si on n'est pas capable d'être dans l'ouverture, on ne peut évidemment pas être un chercheur en sciences sociales, et si on ne peut pas effectuer ce mouvement de retranchement, de repli sur soi, on ne peut pas écrire. Alors, je ne m'attarderai pas sur cette dimension donc très personnelle et technique de l'écriture comme dispositif intime et physique, qui est vraiment une question qui m'intéresse. Sinon, pour rappeler donc son importance, rappeler que l'écriture, quelle qu'elle soit, est d'abord un acte physique, un travail de la main, je n'ose dire un travail manuel bien sûr, une disposition corporelle donc qui suppose un engagement du corps tout entier, de l'être tout entier, y compris par la parole. C'est-à-dire qu'on peut parler à voix haute en écrivant, on peut anticiper sur un auditoire, solliciter un lecteur imaginaire, donc y compris la voix peut être mise à contribution. Donc cette mise à nu que j'amorce des conditions, disons, matérielles de l'écrit ou concrètes, me paraît importante aussi parce qu'en tant que prof ou enseignant, on est constamment confronté à cette difficulté constante, j'allais dire croissante. Comment amener d'autres personnes à écrire ? En permanence, nous devons donc conduire des doctorants à écrire, et comment faire que des gens qui devraient s'asseoir à leur table de travail et écrire puissent le faire. Donc ce travail très humble et pragmatique de mise à nu des conditions même du déclenchement du processus d'écriture me paraît nécessaire au-delà des simples recettes, parce que je me dis qu'au fond nous sommes dans un moment très particulier en matière d'écriture et de production des sciences sociales, et dans un moment particulièrement difficile. Alors pourquoi particulièrement difficile ? Pour des raisons diverses qui se conjuguent dans une même pression pour écrire, mais aussi dans une dévaluation du texte écrit lui-même au fond. Parmi ces raisons, je citerai tout d'abord une contrainte, je dirais, opportuniste, c'est-à-dire qu'il me paraît fondamental sur un plan éthique et scientifique que nous n'écrivions que sur des sujets sur lesquels nous avons quelque chose à dire. Mais il y a une contrainte mercantile qui fait que le chercheur, jeune
ou moins jeune peut être amené à se précipiter sur un thème simplement parce qu'il y a une place à occuper, une bourse à demander. La structuration de la recherche par des appels d'offres a cet effet qu'elle nous amène au fond à être plus à l'écoute, à l'affût d'occasions à saisir, plus à l'écoute de ces occasions que nous ne sommes à l'écoute de nos intuitions personnelles ou dans un cheminement personnel, intellectuel personnel. Donc le mûrissement intrinsèque d'une pensée, si je puis dire, devient un luxe, peut-être bientôt une rareté, dans un moment scientifique qui valorise le contrat et la recherche collective. Mais la thèse doit en principe rester un moment privilégié d'écriture personnelle et de développement d'une pensée personnelle dans des mots propres. Et c'est là aussi qu'il y a un problème. Je parle de mots propres ou impropres parce que les appels d'offres ont justement cet effet d'imposer sinon des éléments de langage, au moins des syntagmes, des locutions toutes faites, que dans un même moment, tout le monde va reprendre à l'unisson et qui ont un effet de floutage de la pensée parce qu'ils importent et qu'ils créent donc dans un même moment l'illusion d'une parole commune, d'un consensus autour d'une même formulation ou autour d'un même concept. L'illusion d'une langue commune. Et c'est le problème d'une certaine façon d'une écriture en figure imposée qui se développe y compris pour l'écriture des thèses, puisque, comme vous le savez, on va être amené maintenant à recruter des doctorants pour remplir un contrat, pour faire une thèse sur un sujet donné à l'avance. Alors, la seconde difficulté que je vois est une question bien plus générale qui concerne le statut même des sciences sociales dans notre univers intellectuel, qui est clairement un statut en déclin. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, bon, il y avait de grandes figures. Je ne rentre pas ici sur la cohérence de ce moment et le pourquoi de ces grandes figures qui ont fait, disons, il y a 2, 3, 4 décennies, la science sociale, des noms comme Lévi-Strauss, Bourdieu, ou même le roi Ladurie. C'était des gens qui représentaient à leur façon des modèles d'écrivains et aussi des gens qu'on allait écouter ou voir. Sur le monde arabe, on peut penser à des grandes figures comme Jacques Berck, mais aussi Laroui, Jaït. Aujourd'hui, il me semble qu'il y a par contraste avec ce moment fort des sciences sociales, où un grand public, si vous voulez acheter de la science sociale, j'ai cité tout à l'heure le roi Ladurie, les ouvrages de le roi Ladurie étaient lus par un grand public. Donc tout cela aujourd'hui est complètement écrasé avec une valorisation au contraire de l'écriture de fiction, du roman, y compris du roman historique, mis sur un même plan que les sciences sociales. Et là je pense notamment à l'écho médiatique du phénomène Amin Malouf, par exemple, et maintenant un peu Tarq Ali, c'est-à-dire des écritures qui brouillent la frontière entre l'histoire, en l'occurrence, je rappelle que je suis historienne, entre l'histoire et la littérature, et qui brouillent aussi de ce fait la frontière d'une compétence historienne, ou plus généralement de sciences sociales. Inversement, ça aboutit au même résultat, je vois le phénomène que représente Abdelwahab Meddeb, c'est-à-dire un écrivain, un romancier reconnu, enseigné dans tous les départements d'études francophones du monde, et qui passe à une écriture de l'essai, qui renonce à l'écriture de fiction, qui se retrouve en position de concurrence directe avec des chercheurs en sciences sociales, qui valorise finalement son autorité de romancier pour s'imposer dans le domaine de la science sociale. Et donc, sans développer un réflexe corporatiste, on constate qu'au moins sur le terrain de l'islam, de la sociologie des musulmans, il y a une floraison d'écrits qui sont en fait, et de plus en plus avec une reconnaissance croissante, qui sont en fait des écrits d'opinion qui vont s'imposer au détriment ou en concurrence d'écrits de sciences sociales. Alors, qu'est-ce qui fait dans ces contextes un écrit de sciences sociales? C'est évidemment l'enquête, c'est-à-dire en principe l'écrit falsifiable. Une enquête se vérifie, s'infirme, se critique. Bon, je dis là une évidence, mais c'est justement ce point qui fait la différence avec toute cette profusion éditoriale d'écrits d'opinion ou d'essais.
donc la floraison éditoriale d'ouvrages sur le monde musulman vérifie particulièrement cette hyper-valorisation en cours, cette survalorisation d'une écriture, d'opinion, mais aussi de posture, de positionnement, peut-être en raison aussi d'un culturalisme de plus en plus poussé, donc qui amène à sortir de contextes étayés, vérifiables, contrôlables, au profit d'extrapolation. C'est un petit peu l'idée, c'est une idée qu'on a vu vraiment s'imposer au lendemain du 11 septembre, l'idée que n'importe quel musulman finalement peut dire quelque chose sur l'islam, mais aussi au-delà l'idée que n'importe qui peut dire une vérité sur l'islam. C'est-à-dire qu'il y a eu, c'est un phénomène vraiment, là pour le coup, particulier. Après le 11 septembre, il y a eu aussi cette idée que d'abord les spécialistes avaient failli, n'avaient pas pu prévoir l'événement, mais aussi qu'ils étaient suspects d'empathie par rapport aux musulmans. Et donc on a vu fleurir toute une série d'ouvrages, d'écrits visant finalement à rétablir la vérité, ou même des gens qui n'avaient strictement aucune importance sur ce terrain. Je pense, je sais pas moi, je cite un nom au hasard, Christian de la Campagne, etc., se sont mis à publier des livres sur l'islam. Mais je crois qu'il y a un phénomène de toute façon beaucoup plus général dans cette dilution de l'écriture de sciences sociales. Au risque de dire des banalités, l'acte d'écriture se vulgarise de toute façon, avec Internet notamment. La publication est au fond l'acte le plus banal qui soit aujourd'hui, dans une écriture soit descriptive, soit imprécative, dans une écriture de soi qui est une écriture d'opinion. Chacun écrit ce qu'il pense sur tout, publie, partage. Or, ces démarches d'écriture de blogs, de réseaux sociaux, mais aussi de romans, occupent bien sûr de plus en plus de place dans l'espace public, dans l'espace civique, au détriment de ces écritures de la preuve que sont et que doivent continuer d'être les écritures de sciences sociales. Donc, elles imposent toujours une transparence des sources, une accessibilité à la source, une rigueur argumentative aussi, qui est toujours et nécessairement et légitimement mise à l'épreuve par le lecteur. Et donc il y a ce hiatus croissant entre une écriture libre ou d'opinion, qui est de plus en plus présente, et une écriture proprement de sciences sociales, donc de plus en plus concurrencée. Ce hiatus, on va aussi le retrouver dans une certaine mesure entre l'écrit de sciences sociales et l'écrit d'expertise. Comme on le sait, de plus en plus de recherches supposément de sciences sociales sont en fait le produit d'expertise, de contrats commandés par des bureaux d'études ou même par des ministères, par des mairies. Et là, je dois dire, pour avoir eu l'occasion d'en lire ou de lire des gens qui écrivent ce genre d'études, que je suis vraiment effarée. C'est-à-dire que sur la question de l'islamisme, par exemple, donc une question qui justifie une écriture sous pression et donc souvent sans soin, dans l'urgence, on en arrive à l'illusion, ou en tout cas l'auteur est dans l'illusion que la seule pertinence qui vaut, c'est la factualité, c'est la positivité des faits, sans travail d'écriture nécessaire. Je ne pensais pas que c'était possible d'avoir une thèse et des faits, des données sans écriture, sans vraie phrase, sans transition, sans orthographe bien sûr, mais c'est possible. Tout le problème, c'est de savoir si l'argument développé est antérieur au terrain ou pas, mais on a véritablement un massacre du respect même de la notion d'écriture, peut-être parce que dans ces situations, l'auteur s'efface devant la commande, peut-être qu'il y a un facteur d'urgence, mais en tout cas, je suis absolument désespérée de voir à quel point des travaux sur le salafisme, par exemple, peuvent être à la base des torchons ni faits ni à faire. J'ai l'air d'avoir une position très élitiste là-dessus, mais je pense qu'il n'y a pas de factualité pure, il n'y a pas de positivité des faits. Et malheureusement, je pense que beaucoup de livres qui sont à la base des commandes de ce type sont littéralement réécrits par les éditeurs. Alors, je ne veux pas par là dénoncer une science sociale de contrebande, développer une perspective élitiste, loin de la recherche appliquée, puisque nous sommes de toute façon de plus en plus amenés à recourir, plus ou moins, à des contrats. Ce que je veux souligner, et qui fait sens particulièrement pour le monde musulman, c'est que le caractère sensible ou actuel
tout simplement de certaines problématiques, encourage donc l'illusion d'une factualité pure ou d'une enquête restituable à l'état brut ou à peu près. Mais là encore, ça s'inscrit dans une tendance plus générale. Et là, je vois en fait deux mouvements contradictoires dans l'écriture des sciences sociales qui parfois peuvent se neutraliser. La première tendance, c'est celle qui consiste à mettre l'auteur au centre de l'enquête et de l'écriture. Et la deuxième tendance, c'est celle qui consiste au contraire à l'évacuer complètement devant la parole des acteurs. Donc la première tendance, dans la mouvance notamment de l'anthropologie réflexive lancée par James Clifford ou d'autres, cette première tendance consiste à combiner de plus en plus une écriture du jeu, une écriture de sciences sociales. C'est-à-dire qu'il est de plus en plus difficile aujourd'hui de faire abstraction, comme par le passé, d'une élucidation de soi dans l'enquête, ou d'un soi dans l'enquête, d'une explicitation du rapport entre le sujet et le sujet, si je puis dire, et d'une élucidation des interactions à la base même du processus d'enquête. La posture de surplomb de l'enquêteur n'est plus tenable, ça j'énonce une évidence, avec toutes les pudeurs admises, même avec toutes les pudeurs admises, d'une écriture de thèse. Donc il faut impérativement maintenant, à un moment, définir l'impact sur l'enquête de son statut d'homme, de femme, de citadin, voire d'homosexuel, hétérosexuel, tout dépend des enquêtes, que sais-je, définir le trouble en tout cas que l'on introduit par sa présence et par ses questions. Et cet impératif est peut-être moindre pour l'historien, mais il fait sens aussi. Un exemple qui me concerne plus directement, écrire sur le harem quand on est un homme ou une femme, ça n'a pas le même sens. Et à un moment donné, il faut entrer dans l'explicitation écrite de ce sens et d'un positionnement et entrer dans un positionnement personnel par rapport à cette question de genre. La différence, c'est que l'archive est fossile et ne vous renvoie pas en pleine figure que vous êtes un homme ou une femme, comme dans une enquête, mais l'affect, en fait, peut être tout aussi fort et présent dans l'enquête historique, par exemple à la lecture d'une scène de viol. Il y a donc cette contrainte qui ajoute à la difficulté de l'écriture de sciences sociales, ce travail sur soi, ce parler de soi, cette lecture sociologique de soi-même, qui est évidemment difficile et qui devient de plus en plus une condition de crédibilité scientifique, et à juste titre, me semble-t-il, au moins dans une certaine mesure. Parce qu'il y a aussi, bien sûr, le risque d'une dérive narcissique, d'une écriture impressionniste et d'une démarche de plus en plus empathique avec le terrain, avec puis des gens qui passent complètement de l'autre côté. On peut aussi rejoindre l'essayisme ou l'écriture de fiction que je pointais, moi sur le terrain, moi au cœur de la Révolution. Alors, le deuxième écueil à l'opposé, c'est aussi une démarche donc, de plus en plus présente dans la science sociale, que j'observe de plus en plus dans les thèses qui se soutiennent à l'école des hautes études notamment. C'est à l'inverse l'effacement du chercheur devant la parole de l'informateur, devant la parole de l'acteur. Ce qui fait la science sociale, c'est cette démarche certes discutable, problématique, qui consiste, il faut l'assumer, qui consiste à s'emparer d'une parole recueillie, parole verbale dans l'enquête, parole écrite dans l'archive, et à interpréter cette parole en la transcrivant, en l'analysant. C'est là qu'il y a prise de risque, c'est là qu'il y a matière à argumentation et à contestation de l'analyse, et c'est là que la science sociale, donc, est une prise de risque. Or, on constate que de plus en plus, dans le domaine de l'ethnologie, par exemple, la thèse s'accompagne d'un film qui va simplement donner la parole aux acteurs, lorsque la thèse elle-même n'est pas simplement un film. C'est-à-dire qu'au prétexte de respecter la parole de l'acteur, on s'efface devant celle-ci, et l'écriture n'est plus qu'une mise en écran de la seule parole supposément légitime, qui serait donc la parole des acteurs eux-mêmes. Autrement dit, on retombe dans une logique du témoignage et de l'écrit de soi, ou de l'écrit d'opinion, qui n'est pas l'écrit de sciences sociales. À l'écrit de sciences sociales, j'y insiste, il faut la prise de risque, j'interprète, je comprends ainsi, au risque de la réfutation, au risque de la contradiction. Mais à la parole de l'acteur, il n'y a pas de réfutation possible, c'est-à-dire qu'on ne peut que contraposer une autre parole ou une parole contradictoire.
Or, notre responsabilité, c'est d'assumer notre propre engagement par l'écriture et par l'analyse, avec ce qu'elle peut avoir de fragile ou de conjoncturel. Or, nous sommes dans la précarité, nous sommes dans la fragilité, et ça, il faut le savoir et l'assumer dès le départ. D'ailleurs, c'est assez rassurant de partir sur cette base-là, justement. C'est-à-dire que la parole de l'acteur, transcrite ou filmée, elle peut faire archive, la nôtre aussi, elle fera archive. Mais elle s'expose en plus à une obsolescence des catégories d'analyse, des catégories scientifiques et des thématiques. Autrement dit, nous avons aussi le problème d'assumer une inscription dans le temps et dans un présent limité. Si beaucoup d'écrits scientifiques tirent aujourd'hui vers la littérature grise, vers un écrit instantané, comme je l'ai dit, un écrit purement informatif, souvent proche de l'essai, du rapport, qui vise à éclairer un débat d'actualité, nous devons défendre une recherche qui ne serait pas seulement destinée à répondre aux injonctions du présent. Bon, on est toujours tributaire des injonctions du présent, moi je l'assume pleinement, surtout depuis 2 décennies, surtout depuis la première guerre du Golfe, je dois le dire, depuis que le monde islamique est en permanence sous le feu de l'actualité. Le détachement du présent est à l'heure dans ces conditions, autant l'assumer dans la recherche, même lorsqu'on ne fait pas une recherche appliquée ou instrumentalisée, il faut assumer les implications de celle-ci pour le présent. Lorsque je m'occupe d'un programme sur la présence des musulmans en Europe avant le XIXe siècle, bien évidemment, c'est aussi en résonance avec des enjeux du présent et pour y apporter des réponses, des éléments de réponse. Mais notre honneur, si je puis dire, notre force par rapport sans doute à des acteurs plus impliqués dans l'action civique, c'est d'avoir une capacité de recul. Alors ce sera un recul pour une large part chronologique pour un historien, et donc pouvoir écrire des textes qui font sens pour le présent mais qui ne sont pas tributaires du seul présent. Et en même temps, nous devons accepter dès le départ que donc nos catégories sont appelées à devenir obsolètes. Notre style d'écriture même devient rapidement obsolète. Et surtout, nous avons des mots déclics qui changent en l'espace de quelques années. Les approches, évidemment, changent aussi. Je prends le cas de l'histoire du genre, par exemple. Les changements d'approche sont si radicaux qu'on ne peut plus assumer, en tout cas je ne peux plus assumer, certaines analyses qui avaient cours dans les années 80-90, c'est-à-dire hier, et que j'avais naturellement reprises à mon compte. Et il ne s'agit pas de simple mode, bien sûr, mais de véritable inscription dans un moment scientifique, dans une réflexion commune, transversale, pour laquelle il faut effectivement une langue commune, sachant que cette langue évolue, que les perspectives s'infléchissent, ce qui pose la question d'une permanence ou d'une continuité de la pensée même. Donc, bien sûr, il faut que nous assumions que notre vision des choses est loin d'être définitive, que notre écriture est précaire, qu'elle s'inscrit dans un moment, et que non seulement nous sommes exposés par principe à la critique de nos contemporains, mais nous sommes exposés aussi à la désuétude, à un jugement de désuétude de la part des plus jeunes générations. À moins qu'elles ne voient en nous des précurseurs, ce qui est une autre forme d'enterrement. Alors, donc, vous voyez, c'est quand même un peu lourd en termes de fragilité de l'écriture. Alors, au vu de toutes ces difficultés, toutes ces formes de précarisation de l'écrit scientifique, pourquoi écrire ? Pourquoi avoir envie d'écrire? Pourquoi ne pas écrire plutôt des romans? D'abord parce que tout le monde n'est pas capable d'écrire des romans, comme tout le monde n'est pas capable de faire une thèse de sociologie ou d'histoire. Et je dirais personnellement que c'est la difficulté de l'écriture qui fait son attrait. D'une part, donc, c'est une écriture d'exigence, parce qu'on est constamment, comme je l'ai dit, dans une écriture de la preuve, dans une écriture démonstrative, argumentative, avec donc une exigence constante de mise à nu des arguments, de renvoi aux sources, bien sûr, toutes ces notes de bas de page qu'on présente souvent comme un argument d'autorité lorsqu'on multiplie les références ou lorsqu'on
floute la démonstration, on conduit le lecteur vers des références écrasantes ou contradictoires entre elles. Mais même sur ce mode d'alibi, les notes de bas de page sont aussi une mise à nu de l'état de nos lectures, de l'état de nos connaissances et des directions qu'elles prennent. C'est toujours aussi une manière de s'exposer et de se fragiliser. Je me rends compte que je suis assez longue. Combien de temps j'ai encore, Pierre-Noël ? Normalement réglementaire, 5 minutes, mais tu peux bénéficier de 10. Merci. Vous voyez le privilège qui m'annonçait pour commencer. Mais cette contrainte de transparence donc est aussi ce que j'aime personnellement dans l'écriture, parce qu'elle permet la nuance, elle permet le doute, elle permet la complexité. Si j'écris un roman historique, il n'y a pas de notes. On peut remarquer à ce sujet enfin, je ne développe pas ce point parce que ce serait trop long, mais il y a un phénomène que je trouve intéressant, c'est que beaucoup d'écrivains, beaucoup d'historiens maghrébins se sont mis à écrire des romans, ont laissé de côté, au moins temporairement, l'écriture de l'histoire. Je pense à des cas comme Ahmed Tawfiq, par exemple. En tout cas, ce qui m'importe, c'est qu'il y a ce côté contraignant de l'écriture démonstrative de sciences sociales, c'est ça qui me plaît, parce que c'est cela qui autorise la nuance, la contradiction. Et la nuance et la contradiction, c'est ce qui fait, si j'ose détourner une phrase du président Mao, c'est ce qui fait que le 1 se divise en 2. La pensée se construit au fil de l'écriture. Lorsque surgit la contradiction possible, le contre-exemple, c'est-à-dire que l'écrit ne doit jamais être la simple transcription d'une idée ou d'un enchaînement d'idées. Ça, c'est une illusion. Il y a toujours un développement parfois imprévisible de la pensée, une maïeutique au fil de la page, dans la nuance et dans la complexité des choses. Et lorsqu'au fil de la plume, il vient une contradiction, la dernière des choses à faire, c'est de la raser, c'est de la planir, ou de la contourner. Il faut au contraire l'introduire dans la démonstration, lui faire place, lui faire un lieu, la circonscrire si on veut, mais lui rendre raison. Et toute thèse n'a pas à être lisse ni absolue. Donc j'y insiste, considérer la rédaction comme la simple mise en mots d'un travail déjà effectué, bouclé, c'est une illusion ou c'est la marque d'une pensée pauvre. Les débuts d'un processus de recherche reposent souvent sur des tropismes intérieurs, sur des intuitions personnelles, sur un attrait même irrationnel pour y réfléchir, a priori, pour une topique, pour une question. Et souvent, lorsqu'on demande à un étudiant pourquoi il travaille sur une question, il répond parce que ça n'a pas été étudié. Et je trouve ça toujours un peu sidérant. Je sais que c'est une façon d'évacuer la question. C'est pas parce que personne ne s'est intéressé à un problème qu'on doit s'y intéresser. La réalité, c'est que souvent, on éprouve une tension personnelle, un tropisme intérieur, et c'est cela qu'il faut explorer. Donc je préfère toujours que quelqu'un me parle de son attirance personnelle pour une thématique, pour une problématique, ou même pour une période. Et lorsqu'il met en évidence cette étincelle personnelle, ce qui fait le lien entre le sujet et le sujet, alors il est prêt à déployer toutes les complexités internes d'une question. Et là, l'écriture est partie intégrale de la révélation de cette complexité. Je ne dirais pas qu'on écrit pour se connaître soi-même. Certains le font, bien sûr, mais ce n'est pas le plus intéressant et le plus important. Ce que je voudrais souligner, pour finir, c'est l'écart qui peut se révéler au fil de la plume entre ce que l'on projette d'écrire et ce que l'on écrit réellement. Je ne veux pas me référer par là à une forme d'écriture automatique, de libération de l'inconscient, qui fait que la main écrit, s'autorise à écrire ce que consciemment on n'aurait pas formulé. Cette lecture psychanalytique fait sens, bien sûr, mais je n'ai pas la capacité de la mettre en œuvre, ce n'est pas mon ambition. Ce que je veux dire de manière plus prosaïque, c'est que le processus d'écriture nous amène à nous construire contre nous, finalement, et de différentes façons. Alors, je vais passer rapidement sur la question de s'écrire contre soi, qui est une question bien connue des sociologues. Je voudrais quand même souligner qu'elle a une pertinence particulière dans un contexte comme la Tunisie, par exemple, où très souvent les étudiants, les universitaires sont issus d'un milieu socialement modeste, pour lequel l'université est une promotion sociale. Et donc, a fortiori, par rapport à des pays comme la France, où l'université fonctionne maintenant depuis des décennies sur un mode qui est beaucoup plus celui de la reproduction,
On n'est pas du tout sociologiquement dans le même cas de figure, mais quand pour vous l'université représente une promotion sociale, vous êtes a fortiori dans une situation d'écrire contre soi, écrire contre ses attaches familiales, écrire dans une autre langue, souvent littéralement une autre langue, quand ce n'est pas votre langue maternelle. Et donc il y a toute cette difficulté qui fait que vous vous éloignez de votre histoire personnelle. Il y a un clivage du soi qui est nécessité finalement par cet accès à une écriture académique et à l'écriture donc de sciences sociales. C'est-à-dire que il y a ce paradoxe que souvent, ça c'est quelque chose qui se vérifie souvent en Tunisie, où beaucoup de chercheurs écrivent sur leur région d'origine. Moi-même je l'ai fait. C'est-à-dire qu'il y a une démarche de restitution, on veut faire quelque chose pour les siens, et cette démarche même qui est destinée à vous rapprocher d'eux, vous contraint aussi à vous en éloigner en acquérant justement les codes d'une langue autre, d'un monde autre, d'un univers autre. Bon, je n'ai pas le temps de développer ce point, mais je voudrais pour conclure prendre un exemple très personnel de ces contradictions qui naissent au fil de l'écriture et qui sont imprévisibles à la base. Pour moi, rien dans mon histoire personnelle, rien dans ma sensibilité, dans mon être sociologique ne me pousse à la moindre sympathie envers ce que l'on appelle plus ou moins proprement les mouvements islamistes. C'est-à-dire que mon être politique, si je puis dire, mon impulsion politique la plus intime est une impulsion hostile et de rejet. Et pourtant, par l'écriture, et depuis 20 ans au moins, par l'écriture, j'en suis arrivée à la conviction qu'il fallait nécessairement compter avec ces mouvements, sinon composer, je dis bien compter, les reconnaître si on veut un véritable processus démocratique, on doit reconnaître une coexistence politique avec ces mouvements qui peuvent s'inscrire dans un jeu démocratique. Et donc cette exigence logique, si vous voulez, m'est venue au fil de l'écriture, au fil d'une réflexion passant par l'écriture, même si mon être personnel s'insurge contre leur existence. Et c'est cela aussi le clivage de soi auquel on peut aboutir par la science sociale, mais aussi par l'écriture. Des positions, des convictions qui nous viennent d'un travail réflexif, logique, argumentatif, éthique, qui est aussi un travail sur soi et une distance acquise vis-à-vis de soi. Je crois que je vais m'arrêter là pour le moment.